Cet extrait aborde la complexité de la désinhibition et de la liberté. L'auteur prend l'exemple d'une femme qui se désinhibe et se demande comment savoir si les personnes qui tournent autour d'elle sont également désinhibées. Il explique que la désinhibition résulte de l'intelligence, tandis que la liberté est associée à l'animalité. Il affirme qu'une femme intelligente et désinhibée ne pourra pas soutenir le contact avec un homme libre et inintelligent. L'auteur considère également la possibilité d'une amitié entre un homme et une femme sans attirance amoureuse, mais soutient que l'ego recherche toujours quelque chose de plus. Il affirme que la désinhibition ne peut pas être vécue égoïstement car elle demande la fusion avec l'intelligence. La personne qui se désinhibe peut vivre publiquement dans la fusion, mais elle ne passera pas inaperçue. L'extrait mentionne également le concept d'inhibition anticollectiviste, qui permet à une personne de devenir individuelle. Cela peut conduire à des comportements snobistes d'évolution, comme refuser de serrer la main des autres pour préserver son énergie. L'auteur conclut en affirmant que ceux qui sont dans l'involution ont autant d'expression que ceux qui sont dans l'évolution. La conscientisation est un processus complexe qui implique à la fois la désinhibition et l'inhibition. Cependant, les individus inhibés peuvent avoir du mal à se désinhiber, car ils craignent d'agir comme ceux qu'ils ont jugés auparavant. Par exemple, certains peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin de serrer la main des autres, considérant cela comme une perte de temps. Cependant, le fait de refuser de serrer la main peut créer des frictions et conduire à des malentendus. Lorsqu'une personne se désinhibe, les autres peuvent tolérer et accepter certaines choses chez elle, mais refuseraient de les accepter chez quelqu'un d'autre. Cela peut provoquer des tensions, car ceux qui sont proches de la personne désinhibée pourraient se sentir jaloux ou insultés. Il est important de noter que la désinhibition se fait naturellement au fur et à mesure de l'évolution personnelle et ne doit pas être simulée. Alors que les individus inhibés répondent en toute transparence à la question de savoir s'ils se considèrent supérieurs aux autres, ils se tairont ou exprimeront leur opinion de manière claire. Il est essentiel de comprendre que pour se désinhiber, il ne suffit pas de jouer le rôle d'une personne désinhibée, mais de réellement atteindre un niveau supérieur de liberté intérieure. Être libre signifie être capable de canaliser sa vie de manière consciente et ascendante, sans être totalement manipulé par ses instincts et désirs. La liberté souvent évoquée dans notre société concerne principalement la liberté sexuelle et les mœurs. Cependant, une véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque l'individu parvient à conscientiser et à intégrer tous les aspects de sa vie, sans se limiter à un seul domaine. La libération sexuelle a conduit à une focalisation excessive sur la sexualité dans nos relations, au point où elle devient le principal critère pour évaluer leur qualité. Des livres sont achetés pour apprendre différentes positions sexuelles et lutter contre la monotonie, sans pour autant se conscientiser. Par opposition, une désinhibition véritable permet à l'individu de canaliser tous les aspects de sa vie, du bas vers le haut, dans un processus ascendant fusionnel. Un être désinhibé qui occupe, par exemple, un poste important dans le ministère de l'Éducation pourrait décider de ne plus enseigner la sexualité à l'école, ce qui susciterait des réactions de désapprobation de la part de ceux qui considèrent cela comme essentiel pour la prévention des maladies. La personne libre tend à régresser, sur le plan de l'évolution, en mettant l'accent sur des besoins et des désirs individuels plutôt que de prendre en compte l'ensemble de la société. Elle considère cette liberté comme une loi naturelle, qui a été réprimée pendant longtemps et en fait une obsession. En réalité, la liberté véritable réside dans la capacité de canaliser tous les aspects de sa vie de manière consciente et équilibrée. Si l'on se libère spirituellement, par exemple, toute notre vie devient axée sur la spiritualité. Si l'on se libère du matérialisme, tout devient spirituel. Cependant, il est important de ne pas tomber dans l'extrême et de devenir oppressant en imposant nos croyances aux autres. En somme, être libre signifie être conscient et être capable d'intégrer harmonieusement tous les aspects de sa vie, sans se laisser manipuler par des désirs ou des impulsions. Cela nécessite une désinhibition consciente, plutôt qu'une simple liberté sans conscience. Le passage aborde le concept de désinhibition par rapport à la liberté. L'auteur explique que la désinhibition consiste à ne plus se conformer aux normes et pratiques collectives, tandis que la liberté est d'embrasser pleinement ses potentiels et visions de vie. Il donne l'exemple d'une société où une femme myope cherche à avoir un enfant avec un homme non myope pour éliminer génétiquement la myopie. Dans une société libérée, il y aurait de nombreux hommes prêts à se porter volontaires, tandis que dans une société désinhibée, la femme serait libre de choisir les caractéristiques génétiques qu'elle préfère chez le père de son enfant.
L'auteur souligne la nuance entre la libération et la désinhibition, affirmant que la conscience doit guider le mouvement pour un vrai processus de désinhibition. Il aborde également la question de l'enrichissement matériel et temporel tout en évoluant spirituellement, soulignant que l'inhibition dans le processus d'inhibition peut être limitante. En somme, il défend l'idée que la vraie désinhibition nécessite une conscientisation totale et une compréhension de la mécanique sous-jacente. La personne atteint le sommet de la courbe avant la fusion et doit continuer à avancer pour expérimenter une véritable croissance exponentielle. Une fois arrivée à ce stade, elle pourra appliquer les 8 lois pour atteindre l'abondance dans sa vie, notamment la liberté matérielle. Cette personne sera décomplexée face à la matière, sera capable de devenir riche, tout en ayant du temps pour continuer à apprendre et à se développer. La relation homme-femme-enfant est également évoquée, mettant en avant l'importance d'une relation harmonieuse et sans inhibition. Les interrogations sur l'intérêt de ces relations sont posées, mais il est souligné qu'il y a de nombreuses façons d'y trouver de l'intérêt et que cela dépend des individus. L'ego peut se poser des questions sur le potentiel et les conséquences de cette désinhibition, mais il est rappelé qu'il ne peut pas comprendre pleinement l'action de l'être humain. Enfin, il est souligné l'importance de ne pas juger les choix des autres en termes de corps et de sexualité, et de ne pas tenter de normaliser ces expériences. L'être humain est suffisamment stable pour s'ajuster à la société, conscient ou non. Il devient son propre maître, plus individuel dans sa conscience même s'il vit en collectivité. La vie de couple pourrait ne plus être nécessaire, sauf pour des raisons énergétiques ou de procréation. L'ego peut craindre cette évolution, mais il n'y a pas de raison intelligente de rester ensemble si cela ne fait que causer de la souffrance. L'intelligence prendra le dessus sur l'ego et remettra en question ce qui cimentait la relation. Les femmes doivent être libres de faire ce qu'elles veulent sans avoir besoin d'être dirigées par les hommes. La confiance en l'intelligence plutôt qu'en la mémoire est nécessaire pour comprendre comment vivre cette évolution. Il ne faut pas trop parler de la façon dont le désinhibé vit, car cela pourrait influencer ceux qui sont encore inhibés à se désinhiber prématurément. Cependant, il est possible de vivre bien dans cette évolution. Le texte parle de la réaction énergétique que suscite le fait de voir un homme se baigner avec d'autres femmes. L'auteur affirme que cette réaction est une manifestation de l'ego et de la possessivité. Il propose ensuite une réflexion sur la société et se demande s'il serait intelligent de permettre à sa femme de recevoir un massage d'un autre homme nu sans que cela le dérange. Il soutient que la désinhibition peut commencer par la parole et la discussion, et que cela permettrait de renforcer l'intelligence et de mettre fin à l'inhibition dans la société. Le texte souligne également l'importance de parler ouvertement de sujets tels que la jalousie pour favoriser la désinhibition. Il explique que le processus de désinhibition peut provoquer des souffrances, mais que plus on se libère de l'ego, moins il y a de souffrance. La fusion, qui est une forme de désinhibition, se construit à travers la parole et la communication. Finalement, l'auteur soutient qu'il est nécessaire d'intelligenter les aspects absurdes de l'inhibition afin de progresser vers une société plus désinhibée et plus intelligente. Le processus de désinhibition passe par la communication et l'intelligence. Il s'agit d'oser exprimer ses envies et ses limites sans être gêné par les jugements des autres. Par exemple, pouvoir se promener nu dans la nature à côté d'une personne sans que cela ne la dérange. Cette désinhibition ne se limite pas à des actes physiques, mais également à des paroles réfléchies et intelligentes. Il est important de prendre en compte le langage de l'autre et de comprendre les subtilités de la situation. Le but de cette démarche est de progressivement parvenir à une fusion, où les individus se comprennent et s'acceptent mutuellement. Cela implique de remettre en question certaines idées reçues et d'explorer de nouvelles possibilités sans inhibition. Dans ce texte, il est question de la libération et de la désinhibition de soi. L'auteur exprime l'idée qu'il est important de commencer par la parole pour ajuster les processus de l'ego. Il évoque notamment le processus d'inhibition théologique qui découle de l'échange et de la communication autour de la religion. L'auteur suggère ensuite de se désinhiber par rapport aux inhibitions liées à la fusion et au collectivisme, en soulignant qu'il ne s'agit pas d'obliger les individus à se conformer à un groupe, mais plutôt de parler de leur blocage pour finalement atteindre une liberté intérieure. La désinhibition est présentée comme un chemin à parcourir, qui peut être facilité par une meilleure compréhension et clarté de la démarche. L'auteur encourage aussi à embrasser le contact physique comme moyen de communication et de désinhibition, mais sans obligation ni pression. Le texte se termine sur une réflexion personnelle de l'auteur face à cette nouvelle approche de la désinhibition.